Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, comme promis, avec un petit changement ce matin, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Une revue que nous allons débuter par les grands journaux télévisés d'hier soir qui ont ouvert leur édition sur les développements, on peut dire, dramatiques dans l'affaire des sous-marins allemands, ce que l'on appelle plus communément l'affaire 3000, le dossier 3000. La police israélienne s'est livrée dans cette affaire hier à une nouvelle vague d'interpellations à la suite des révélations faites par le témoin à charge de l'accusation Miki Ganor. Et cette fois, c'est une personnalité très connue du grand public qui a été interrogée et placée en garde à vue puisqu'il s'agit de Moody Zandberg, qui est un ancien ministre et l'actuel président du Keren HaYesod. Et ce n'est pas tout. Hier, c'est un ministre actuel du gouvernement israélien, considéré comme véritablement intègre et droit, qui s'est retrouvé impliqué dans cette affaire des sous-marins. Il s'agit du docteur Yuval Steinitz, qui est le ministre de l'énergie. Steinitz n'est pas incriminé, mais ce sont plutôt deux de ses proches conseillers qui le sont. Steinitz, qui est considéré comme l'un des plus fidèles et proches de Binyamin Netanyahou, a publié hier un communiqué indiquant que cette affaire tombait sur lui comme un éclair dans un jour sans nuages. Il a promis de coopérer avec la police. Il était interrogé et ce matin, le site NRG confirme que Steinitz sera bel et bien interrogé prochainement par les enquêteurs de la police, et ce après consultation avec le conseiller juridique du gouvernement. Le site NRG affirme que plusieurs ministres qui ont parlé avec Yuval Steinitz affirme qu'il est totalement stupéfait de voir son nom lié à cette affaire. La ministre israélienne de la Justice, Ayelet Shaked, a déclaré hier soir sur Galei Tzahal, la radio de l'armée, que Yuval Steinitz était Yachar Kemo Sargel, que l'on peut traduire en hébreu comme droit, et que l'on peut traduire en français comme droit comme une règle. Selon l'échelon politique, selon elle, l'échelon politique n'est pas du tout impliqué dans cette affaire des sous-marins. La grande inconnue sera maintenant de savoir si Binyamin Netanyahou sera lui-même interrogé dans cette affaire, et ce alors que le conseiller juridique du gouvernement a réaffirmé qu'il n'était pas du tout suspect dans cette affaire 3000. Pour ce qui est de l'affaire 2000, celle des relations entre Binyamin Netanyahou et le patron du Yediot Aharonot, Nouni Moses, le Maariv révèle ce matin qu'il y aurait un lien de proximité entre les dates des conversations téléphoniques entre Binyamin Netanyahou et le patron du journal, le propriétaire du journal Sheldon et Nelson, et les rencontres entre Netanyahou et Moses. Ce serait de nature à prouver que M. Netanyahou a bel et bien tenté de concrétiser avec Edelson une sorte de marché, de deal conclu avec le patron du Yediot Aharonot, un deal visant à limiter l'influence du Israël Hayom. Et dans son commentaire de ces développements, Nadav Eyal écrit ce matin dans le Yediot Aharonot que la présomption d'innocence existe effectivement, y compris pour Binyamin Netanyahou, mais dans le secteur public, il ne peut être le seul critère déterminant. Le fait de dire qu'un homme est innocent tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée ne signifie pas que cet homme reste habilité à occuper une haute fonction publique, affirme donc ce matin Nadav Eyal dans le Yediot Aharonot. Les quotidiens israéliens publient ce matin la réponse du ministère israélien des Affaires étrangères aux essais nucléaires de la Corée du Nord réalisés dimanche, et cette réponse est le reflet d'une fermeté très nette de la part des autorités israéliennes. Il est nécessaire d'apporter une réponse internationale décisive. Ces essais sont un exemple de plus du comportement agressif de la Corée du Nord, et seule une réponse internationale décisive empêchera d'autres États de se comporter de la même manière. La Corée du Nord doit exécuter les décisions du Conseil de sécurité à ce sujet et s'empêcher de tester ou de développer des armes de destruction massive ou des moyens de les utiliser. Fin de ce communiqué donc du ministère israélien des Affaires étrangères. Pour les observateurs israéliens qui commente cette réaction, eh bien, il s'agit là d'une réaction qui s'inscrit dans la ligne tracée par Binyamin Netanyahou quant à la menace que représentent les États disposant de la force nucléaire. Le Premier ministre, qui est aussi, il faut le rappeler, le chef de la diplomatie, parle de fermeté face à la Corée du Nord, mais il pense avant tout à une fermeté de la communauté internationale face à l'Iran, qui, comme la Corée, est considéré par Binyamin Netanyahou comme un pays voyou capable de déstabiliser le monde s'il devait un jour détenir une arme nucléaire, soulignent donc ces observateurs dans certains médias israéliens. Et puis, nous parlons de confrontation
Alors, sachez que les quotidiens israéliens et le site Walla, dans sa page d'ouverture, s'intéresse aux manœuvres militaires sans précédent depuis 20 ans réalisées par Tsahal dans le nord du pays. Des manœuvres qui vont débuter aujourd'hui. Il s'agit en effet du plus grand exercice militaire effectué par l'armée israélienne depuis 1998. Il est destiné avant tout à mesurer la préparation de l'armée à une éventuelle confrontation, essentiellement avec le Hezbollah ou tout autre bras avancé de l'Iran dans le nord du pays, que ce soit au Liban ou en Syrie. Plusieurs dizaines de milliers de soldats participeront à partir d'aujourd'hui donc à ces grandes manœuvres, ainsi que des dizaines d'avions de chasse israéliens. Le Haaretz révèle que quelques jours après la dernière rencontre entre Benyamin Netanyahou et Vladimir Poutine, la Russie a menacé d'opposer son veto si une résolution accusant le Hezbollah de violer la résolution de 1701 datant de la Seconde Guerre du Liban était votée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les sites d'information soulignent que Benyamin Netanyahou s'est quelque peu moqué hier d'Ehud Barak, l'ancien Premier ministre, qui fut son ministre de la Défense également. Il y a quelques mois, Ehud Barak, qui ne cesse de critiquer, il faut bien l'avouer, M. Netanyahou, avait indiqué dans une intervention télévisée que l'État d'Israël se trouvait dans une situation de problématique et que l'État d'Israël était à la veille d'un tsunami de pressions internationales. En réponse, Benyamin Netanyahou a publié une vidéo sur sa page Facebook dans laquelle il se demande où est le tsunami promis par Ehud Barak. Pour M. Netanyahou, la situation internationale de l'État d'Israël est particulièrement bonne aujourd'hui. Le Israël Hayom indique ce matin que le gouvernement israélien, via le ministère israélien de la diaspora, va faire virer une allocation exceptionnelle d'$1 million à la communauté juive de Houston, qui a été très durement touchée par l'ouragan Harvey et par les inondations qui l'ont suivi. Il y a quelques jours, le président de la Fédération juive de Houston avait clairement demandé de l'aide à Israël. Nous avons toujours aidé financièrement Israël, mais là, c'est à Israël de nous venir en aide, avait lancé Léo Wunsch, le président donc de cette fédération des Juifs de Houston. Et donc cet appel a été entendu. Le Yediot Aharonot fait ce matin en première page une révélation impressionnante, une révélation qui se rapporte à l'ange de la mort que fut le docteur Yosef Mengele, le médecin qui condamna à une mort horrible des centaines de milliers de déportés juifs à Auschwitz et qui se livra à des expériences cruelles sur beaucoup d'entre eux. Pour la première fois, le Mossad israélien a décidé de révéler des documents top secrets qui permettent de découvrir comment les services secrets israéliens ont œuvré pendant des décennies pour tenter de retrouver la trace de Mengele, entre autres en organisant des opérations souvent audacieuses. C'est Ronen Bergman, l'expert des services secrets du Yediot Aharonot, qui fait cette révélation ce matin dans son journal. Mais pour connaître une partie donc de ce dossier Mengele, qui en fait porte le nom du dossier Meltzer, nous ne savons pas encore pourquoi, eh bien, il faudra attendre l'édition de vendredi du grand quotidien israélien. Cela promet d'être passionnant et aussi douloureux, car finalement le Mossad, on le sait, n'a pas réussi à capturer Mengele. Et puis les quotidiens et les sites d'information mentionnent qu'outre le 45e anniversaire du massacre des JO de Munich, dont nous allons donc parler dans quelques instants, c'est aujourd'hui le 20e anniversaire du massacre des commandos marins. Une embuscade dans laquelle les soldats de cette unité d'élite de Tsahal sont tombés il y a 20 ans au sud du Liban face à des terroristes du Hezbollah. Nous en parlerons dans le cadre de la chronique d'Eliana Grufinkel à la fin de cette émission. Une révélation du Israël Hayom, elle concerne un terme hébraïque moderne qu'il est bon de connaître parce que l'on en parle beaucoup au cours des dernières semaines en Israël. Ce terme, c'est Hadatta. Hadatta vient de la racine dat, qui veut dire religion. Hadatta en Israël, c'est une démarche visant à rapprocher les Israéliens de la religion et cela n'est pas toujours très bien vu dans certains milieux laïcs. Ainsi, des parents d'élèves de lycées généralistes laïcs ont porté plainte devant le ministère israélien de l'Éducation contre une forme d'Hadatta dans certains manuels scolaires. Naftali Bennett a donné l'ordre de remettre ces manuels scolaires à l'étude d'un organisme indépendant qui les a donc décortiqués. Au lieu des 57 mentions d'Hadatta, donc selon ses parents d'élèves laïcs, eh bien cet institut n'en a trouvé que quelques-unes et la terminologie donc sera modifiée. Pour exemple, dans un manuel scolaire, il est écrit « La Torah nous ordonne de respecter 613 commandements ». Cela s'appelle donc, selon ses parents, de la coercition religieuse, de la Hadatta. Et donc, la prochaine édition de ce manuel scolaire indiquera que dans la religion juive, tout simplement, il y a 613 commandements.
Vous avez certainement remarqué qu'il faut être particulièrement aisé pour se payer un expresso dans l'espace du duty-free de l'aéroport Ben Gurion. Le prix du café ou du chocolat chaud frise allègrement les 20 shekels. Eh bien, le site du Maariv nous annonce une bonne nouvelle de ce point de vue-là, que dès le 1er octobre prochain, eh bien, tout cela devrait changer. Un consortium britannique a en effet acquis les droits sur certains des restaurants du duty-free et il a l'intention de faire très nettement baisser les prix donc du café et donc d'autres prix également de la consommation dans cet espace du duty-free à l'aéroport Ben Gurion, une bonne nouvelle pour ceux qui voyagent beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Comme promis, on se retrouve dans quelques instants avec Marc Eisenberg, qui, comme je vous le disais, n'est pas seulement le président de Kalita, qui est également le vice-président de la Fédération israélienne d'athlétisme. Nous parlerons avec lui en ce 5 septembre du 45e anniversaire donc, du massacre des athlètes et des 11 athlètes israéliens à Munich. C'était pendant les Jeux Olympiques de 1972. Nous allons marquer une pause musicale. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.